Alors, aujourd'hui, on va voir l'outil essentiel de la dialectique, qui est le dialogue. Bien entendu, il y a passerelle entre les deux thèmes. Le dialogue chez Platon. Et en guise d'introduction, je voudrais vous faire profiter de quelques notes que j'avais prises lors d'un cours il y a plusieurs années, donné par George Steiner. Vous connaissez peut-être, qui est un philosophe anglo-franco-canadien, qui a longtemps enseigné à Genève, qui vit maintenant plus ou moins à Cambridge, entre Cambridge et Princeton, où il enseigne aussi. Et de temps en temps, il venait faire des cours, conférences à l'école normale supérieure. Et j'avais pu assister à un cours qui faisait partie d'un cycle sur la poésie, un cours qui s'intitulait « Dialogue et dialectique ». Dialogue et dialectique de Platon à Paul Valéry. C'était une sorte de grande balade ambitieuse sur l'histoire du dialogue depuis les Grecs, depuis Platon jusqu'à Valéry. Et il avait fait une introduction très intéressante, de mon point de vue, sur cette tradition grecque de l'oralité. Puisqu'en fait, on peut comprendre le dialogue, et l'importance du dialogue et de la dialectique chez les Grecs que si on le rattache aussi à cette tradition de l'oralité. Qui est peut-être une des spécificités grecques et qui va se perpétuer dans l'Occident. Alors je me rappelle, il avait même commencé son cours en disant je m'excuse pour les gens qui sont debout au fond de la salle, parce que ses cours avaient beaucoup de succès. Je m'excuse pour les gens qui sont debout au fond de la salle, c'est de ma faute et ce n'est pas de ma faute. C'est un exemple de dialectique. Bon, là, il n'y a pas de personne assise debout, mais presque. Alors, voilà ce qu'il disait Steiner sur le dialogue et cette tradition grecque de l'oralité. Il disait Héraclite le proclame. Héraclite le proclame, Hegel le systématise. Toute pensée sérieuse engendre une contradiction, voire une négation. Donc là, il fait référence peut-être à l'alpha et l'oméga de la notion de dialectique. Héraclite, le présocratique, qui peut-être pour la première fois entre guillemets, a parlé de conflit, de contradiction et donc d'un cheminement, d'un processus dialectique. Et puis Hegel, qui est le philosophe de l'Occident, qui va formaliser, systématiser quelque part cette notion aussi de dialectique. Donc Héraclite le proclame, Hegel le systématise. Toute pensée sérieuse engendre une contradiction, voire une négation. La pensée est inévitablement en conflit, agone. Le terme grec, agone, qui veut dire la lutte, le conflit, qui va donner le terme de agonie, qui est la lutte, la dernière lutte contre la mort. La pensée est inévitablement en conflit. Elle est en conflit avec elle-même. C'est une voix contestataire qui est à la fois la sienne et celle de l'autre. Émettre une pensée signifie entrer en dialogue. Ou plus formellement, la pensée est de nature même dialectique.
Ça, c'est ce qu'on va retrouver chez Platon, où le dialogue intérieur, donc pas le dialogue entre deux interlocuteurs ou plus, mais le dialogue avec soi-même est la meilleure définition, Platon, de la pensée. Penser, c'est dialoguer avec soi-même, supposant qu'en soi-même, il y a deux. Il y a celui qui exprime et celui qui va répondre. Et il explique quelque chose de, je trouve, très intéressant. Il dit les chants rituels de la Grèce archaïque. La Grèce archaïque, c'est la Grèce d'avant, évidemment, la période classique. C'est d'avant ces fameuses invasions doriennes qui ont provoqué une sorte de Moyen-Âge en Grèce. Les chants archaïques, c'est le Xe siècle, le XIe, XIIe siècle avant notre ère. C'est la Grèce mycénienne, c'est la Grèce d'Agamemnon, c'est la Grèce de la guerre de Troie. Donc on est bien avant Homère même et Hésiode. Les chants rituels de la Grèce archaïque, les éloges funèbres, les hommages aux héros et athlètes vainqueurs avaient déjà cette structure binaire, chant et contre-chant, strophe et antistrophe, pour montrer que cette structure binaire qu'on va trouver dans le dialogue, elle est extrêmement ancienne, elle est archaïque et elle fait partie peut-être d'un des fondamentaux de la pensée de l'Occident. Selon les recherches actuelles, disait-il, l'origine de notre dramaturgie en Occident serait l'échange entre une voix individuelle et les réponses du cœur. Donc entre un protagoniste, un acteur, et puis le cœur qui va répondre. Au début, il n'y a qu'un seul protagoniste face au cœur, puis on en ajoute progressivement d'autres. Il y a d'autres acteurs, d'autres protagonistes face au cœur. Mais c'est une évolution tardive. Les tragédies d'Échille sont des témoins de ce monodrame, où on a un personnage et un cœur qui lui répond. Et souvent, les messages du cœur vont faire réfléchir le héros, le protagoniste. Il y a vraiment déjà un échange, un dialogue, donc un processus dialectique entre le héros, l'acteur, et puis le cœur, qui là est une sorte de réponse collective. Le dialogue fleurit aussi chez Homère, avec de véritables joutes oratoires entre Agamemnon et Nestor, ou Agamemnon et Calchas, entre Priam et Hector, entre Achille et Ulysse, entre Priam et Achille. Donc Homère, c'est à peu près le 8e siècle avant notre ère, va reprendre, pas inventer, mais va reprendre cette idée du dialogue, de la joute oratoire, et donc de la dialectique entre les personnages. Les historiens grecs aussi sont des virtuoses du dialogue. Par exemple, Thucydide, qui aimait tant Jacqueline de Romilly, notre grande helléniste disparue aujourd'hui, qui a traduit, qui a commenté toute sa vie la guerre du Péloponnèse, notamment de Thucydide. Thucydide invente des dialogues. Ce sont des dialogues imaginaires entre les conquérants et les victimes. C'est la passion pour le débat qui définit la civilisation de la polis grecque, de la cité grecque. La passion pour le débat. Ce qui va expliquer beaucoup de choses dans le développement de la cité grecque, notamment l'importance des sophistes à un moment donné, à la même époque que Socrate et Platon, mais aussi cette fameuse invention, entre guillemets, de la démocratie,
athénienne, démocratie aussi entre guillemets, puisque bon, selon nos critères actuels, le système athénien n'est pas forcément démocratique, puisqu'il excluait quand même un certain nombre de personnes au statut de citoyen, mais cette passion de l'art oratoire, de la joute oratoire, est effectivement très importante. Entre tous les hommes, les Grecs aiment la joute oratoire, le dialogue, la mise en doute de toute vérité possible, c'est-à-dire se dire que toute vérité ou tout argument, tout élément peut être discuté, peut être l'objet d'une argumentation pour, contre, tout se discute. Donc, la mise en doute de toute vérité possible, la relativisation de toute évidence. Les sophistes en sont l'exemple, mais aussi les sceptiques. Les sceptiques qui vont suspendre leur jugement parce que y a des arguments pour, il y a des arguments contre, donc dans l'incertitude on suspend son jugement. Mais aussi les cyniques, en plus évidemment de Platon et d'Aristote, dont on pense, Aristote, qu'il aurait écrit un certain nombre de dialogues, lui aussi, mais malheureusement qu'on n'a pas retrouvé, puisque tout ce qu'a écrit Aristote a été perdu, à la différence de Platon. Mais lui aussi, dans cette lignée grecque et platonicienne, aurait écrit des dialogues. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas retrouvé les dialogues d'Aristote. Le dialogue a sa poétique propre. Donc le dialogue aussi comme une poésie, dans le sens qu'il a une cadence, il a du rythme, toujours sur un arrière-fond d'oralité. On pense, on discute à haute voix. C'est l'oralité qui préside déjà aux mythes. Vous savez que les mythes, avant d'être écrits, étaient racontés de manière orale. Donc c'est l'oralité qui préside déjà au mythe, mais aussi au développement de l'argument. C'est le mystère de la voix humaine, le mystère d'une voix qui se lève et le contre-champ d'une autre voix. Donc toujours avec cette idée de réponse. L'oralité est évidemment au cœur du dialogue. C'est ce qu'on verra encore la semaine prochaine avec tout ce courant sur l'enseignement oral de Platon. C'est comme en musique, le dialogue est composé de cadences, de rythmes. Il connaît de grands airs, des solos élaborés, ornementaux, des modulations rapides, des accélérations d'arguments, des trouvailles, des étincelles d'ingéniosité verbale. Donc là, c'est vraiment un décryptage du dialogue comme un poème, comme un chant, avec les andante, les scherzo, les adagio, les allegro, enfin, de voir, d'étudier ces dialogues aussi avec les rythmes qui est propre à chacun. C'est un pas de deux. Pour lui, un dialogue est comme une danse, comme dans une chorégraphie. C'est une danse, et c'est ce que Platon, de manière peut-être un tout petit peu plus guerrière, dira que c'est un corps à corps. C'est une lutte. C'est un corps à corps. Viens ici, disait Platon, enlève ta chemise et prépare-toi au corps à corps. Alors, c'est vrai que peu à peu le dialogue est devenu plus policé, plus simplement une lutte, une joute d'arguments, comme par exemple au Moyen-Âge, avec les fameuses disputatio, les disputes à coups d'arguments. Chez Platon encore, on voit le côté plus physique,
de l'implication dans le dialogue. Donc c'est une musique, c'est une chorégraphie, c'est une danse. Le dialogue est avant tout une forme ouverte. Souvent l'argument reste en suspens, il y aurait toujours plus à dire. Le dialogue ne se termine pas vraiment, la porte reste ouverte. Ça c'est très important. Le dialogue n'est pas terminé lorsqu'on a lu la dernière page, ou lu la dernière page d'un dialogue de Platon. Tout reste ouvert, la discussion reste ouverte. Ça se voit évidemment dans les dialogues aporétiques, qui se terminent sur une aporie, sur une impasse, où là, évidemment, tout reste ouvert, mais aussi sur les dialogues où on a l'impression d'être arrivé à un résultat, au bout du cheminement, la porte reste ouverte, parce qu'il y aurait toujours plus à dire. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, on étudie les dialogues de Platon, puisque tout n'a pas été dit. Et on rappelle que Steiner disait qu'à Princeton ou à Cambridge, je ne sais plus, il y a une bibliothèque de plusieurs millions d'ouvrages, et ils avaient recensé les ouvrages modernes, enfin contemporains, sur Platon. Et ils en avaient dénombré au moins 15 000. Donc en quelques années, 15 000 ouvrages sur Platon. Et il disait chaque mois, chaque semaine, il en paraît encore d'autres. On continue de traduire Platon. Enfin, et là, c'est une preuve que le dialogue est une forme ouverte. Et le dialogue est toujours aussi un drame. C'est une dramaturgie. C'est un théâtre des idées avec ses entrées et ses sorties, ses coups de théâtre, ses données tragiques ou comiques, ses mises en scène cruciales, comme par exemple la prison, pour le dialogue du Phédon, qui raconte les derniers moments de Socrate dans la prison, mais aussi le banquet, enfin, des mises en scène tout à fait précises qui permettent de dramatiser la parole, de lui donner un poids tout à fait particulier qu'elle n'aurait pas dans un univers plus banal. Et ce que Steiner disait, c'est que Platon est un super dramaturge, un homme de théâtre, un créateur de personnages. C'est la vision de Steiner, mais que je trouve intéressante pour lire peut-être autrement les dialogues, pour les lire comme des pièces de théâtre. Pas forcément comme un vaudeville, mais comme des pièces de théâtre, pour voir qui sort à quel moment, qui rentre, qui est absent, enfin, de voir vraiment le drame qui se joue. Il dit par exemple la création de Socrate par Platon. Pas que Socrate n'ait pas existé, mais peut-être le Socrate réel, celui qui est décrit aussi par Xénophon, était peut-être moins haut en couleur, peut-être un tout petit peu plus ennuyeux que le Socrate qu'on trouve dans les dialogues de Platon. Et donc, en ce sens, il va créer ce personnage de Socrate, pas de toute pièce, mais il va, disons, un petit peu l'enjoliver. Mais aussi tous les autres personnages qu'on trouve dans les dialogues, Thrasymachus et ses arguments, Critias, dont on sent qu'il va trahir en fait Socrate, mais qui se présente quand même comme son ami au début. Et le fameux Protagoras, le grand sophiste, pour qui Socrate a un immense respect, et vis-à-vis duquel il fait preuve d'une très grande courtoisie. Le jeune esclave aussi dans le Ménon, ce jeune esclave inculte qui va redécouvrir par lui-même un des aspects du théorème de Pythagore. Et donc, c'est intéressant de s'intéresser aux personnages. Qui est absent? On sait que, par exemple, dans le Phédon, on dit que Platon n'y était pas.
Alors il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été émises sur le fait que Platon n'a pas assisté au dernier moment de Socrate. Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il ne pouvait pas supporter cette faim? Est-ce qu'il était en déplacement, en voyage? Bon, il y a pas mal d'hypothèses, mais c'est intéressant de le noter, et aussi de noter que par exemple le peintre David n'a pas supporté cette absence de Platon, et il a représenté Platon dans son tableau sur la mort de Socrate. Donc voilà, il y a des choses un peu dramatiques qui se sont passées, tout ça pour rendre ces dialogues vraiment vivants et totalement actuels. Les entrées tumultueuses d'Alcibiade, le fameux Alcibiade, ce jeune homme si conquérant et qui veut absolument le pouvoir, qui a été le disciple de Socrate et puis ensuite qui est parti et qui est souvent qui apparaît comme ça dans le banquet sous face à la sobriété de Socrate. C'est aussi un élément de dramaturgie. Qui est l'étranger dans le dernier dialogue de Platon, les fameuses lois, qui est un sujet assez difficile, mais où cet étranger, qui est le principal protagoniste de ce dialogue, on ne sait pas si c'est Socrate ou si c'est le fantôme de Socrate. Bref, là aussi, beaucoup d'hypothèses. Les dialogues de Platon sont de véritables pièces de théâtre. Le dialogue est un processus risqué. Mais ça, je crois qu'il ne faut jamais le perdre de vue. Le dialogue est un processus risqué, puisque des interlocuteurs quittent la salle. Vous savez, il y en a qui ne supportent pas, justement, ce questionnement ou cette pression du questionnement et qui s'en vont. Il y a de la spontanéité, il y a du drame. Et il disait, une grande pensée est toujours aussi un drame. C'est-à-dire, dans le sens d'un enjeu existentiel. Voilà, pour relire peut-être ces dialogues, comme pour chacun d'entre eux, un drame, un enjeu existentiel qui est en train de se jouer entre des personnages, mais aussi évidemment pour le lecteur, qui est, il ne faut pas l'oublier, qui est prise à partie, parce que ces dialogues, avant d'être écrits, ont été oraux, où ils étaient faits pour être lus. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, après tant de siècles d'écriture, on a un petit peu oublié. L'importance de l'oralité dans toute cette tradition. Donc il expliquait aussi que le dialogue aura une immense postérité dans la philosophie et la littérature, et aussi dans la littérature occidentale, qu'évidemment, le dialogue va changer de forme, mais c'est une tradition qui va s'ancrer dans l'Antiquité. L'oralité dans l'Antiquité permet le déroulement de la pensée. Aucun déroulement de pensée, aucun cheminement de pensée qui n'ait comme support l'oralité et pas l'écrit. Ça veut dire aussi que dans cette oralité, on a besoin de l'autre. Alors que dans l'écrit, on peut écrire seul. Dans le dialogue, on ne peut pas être seul. Et si on est seul, on doit être au moins à l'intérieur de soi-même deux. Donc il y a dialectique, il y a échange, il y a dialogue. Voilà, c'est une toute petite introduction que je trouvais intéressante pour voir le côté dramaturgique des dialogues de Platon, puisque maintenant on ne les lit pratiquement plus, on ne les met en scène pratiquement plus, sauf la compagnie des amis de Platon, mais qui les met en scène uniquement dans un cadre scolaire, c'est dommage. On ne les lit plus à haute voix, et c'est ça qu'il faudrait retrouver, la lecture à haute voix,
pour retrouver la puissance, comme dit Steiner, des chants, des contre-chants, de ce véritable dialogue. Et là, la respiration, oui, le rythme du texte que l'on perd un petit peu dans l'écrit. Alors, maintenant, on va voir quelles sont les règles, cette fois du dialogue platonicien. Là, c'était un peu plus général sur la tradition orale dans la Grèce antique. Quelles sont les règles du dialogue platonicien? Et on va utiliser le plus possible des citations de dialogues eux-mêmes, pour voir un petit peu quelle différence il y a entre le dialogue platonicien et le débat, le discours, la discussion ou la joute, la simple joute oratoire. Il y a vraiment des règles très précises du dialogue platonicien et c'est ça qu'on va étudier, sachant que c'est l'outil principal de la dialectique. Je vous rappelle, pour Platon, la dialectique, c'était la science suprême. Pas de discipline plus haute, plus élevée, plus pure que la dialectique, et le dialogue est l'outil de la dialectique. C'est pour ça qu'il va obéir à un certain nombre de règles. Alors avant de rentrer dans ces règles, je vais vous lire un tout petit extrait du Gorgias. Le Gorgias était un grand sophiste, et il y a un dialogue donc très important qui s'appelle le Gorgias, où il est question de la rhétorique, de l'importance de la rhétorique dans la cité et aussi de la justice. Et Socrate dit à Gorgias: « Je pense, Gorgias, que tu as l'expérience de nombreuses discussions et que tu as remarqué ceci. Ce n'est pas sans mal que les interlocuteurs définissent les uns les autres les sujets sur lesquels ils engagent une discussion et parviennent à quitter un entretien en ayant appris quelque chose et en s'étant instruits eux-mêmes. Si au contraire ils sont en désaccord sur une chose et que l'un refuse d'admettre que l'autre ait raison ou se soit exprimé clairement, alors ils se fâchent et soupçonnent l'autre de malveillance, plus enclins qu'ils sont à avoir le dessus qu'à examiner ce qui fait l'objet de la discussion. Il y en a même qui finissent par se séparer de la façon la plus laide, en se faisant insulter, après y avoir dit et entendu sur leur propre compte de telles horreurs, que même les gens présents à la discussion s'en veulent d'avoir jugé bon d'être les auditeurs de tels individus. Pourquoi je te dis cela ? Parce que tu me parais dire à présent des choses qui ne sont plus en accord et en harmonie avec ce que tu disais sur la rhétorique en commençant. J'hésite dans ces conditions à te réfuter, de peur que tu aies dans l'idée que je cherche à avoir le dessus dans la discussion sans viser la question pour la rendre plus claire, mais en te visant toi. Moi en tout cas, si tu es de ces gens qui sont comme moi, c'est avec plaisir que je t'interrogerai. Sinon, je devrais renoncer. Quelle sorte d'homme suis-je ? De ceux qui ont plaisir à être réfutés, si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, mais qui ont plaisir à réfuter si un autre dit une chose qui n'est pas vraie, et qui n'ont pas moins de plaisir à être réfutés qu'à réfuter. Si tu prétends toi aussi avoir cette tournure d'esprit, poursuivons la discussion, mais si tu crois qu'il faut l'abandonner, tenons-nous-en là et mettons fin à la discussion. Voilà, c'est un petit échange entre Socrate et Gorgias qui permet de voir ce sur quoi il faut être d'accord pour engager et poursuivre un dialogue, et aussi les éléments qui peuvent mettre fin de manière brutale à un dialogue.
Donc, le but est d'apprendre quelque chose, de s'être instruit soi-même, c'est-à-dire de ressortir différent du dialogue que lorsqu'on y est entré, en s'étant enrichi du dialogue. Ça, c'est une des conditions. Examiner aussi ce qui fait l'objet de la discussion, sans vouloir avoir raison, ni vouloir convaincre. Il ne s'agit ni de convaincre, ni de prouver que l'on a raison. Avoir autant de plaisir à réfuter qu'à être réfuté. Or, c'est souvent plus confortable de réfuter que d'être réfuté. Mais on apprend autant, si ce n'est plus, du fait d'être réfuté, c'est-à-dire d'être contredit, ou qu'on nous demande des explications, des clarifications, que de réfuter les autres. Donc, voilà la tournure d'esprit. On chemine ensemble pour se rapprocher d'un peu plus de vérité. On ne cherche pas à convaincre, on ne cherche pas à avoir raison, on cherche surtout à apprendre sur le sujet, mais peut-être surtout et avant tout sur soi-même. Sur soi-même. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça que beaucoup de dialogues sont aporétiques ou vraiment finissent faute de combattants, parce que c'est vraiment un combat. Puisque ce qui importe dans un dialogue, ce ne sont pas tant les énoncés qu'on voudrait voir comme des vérités, mais le cheminement. Ça, je pense qu'on l'a bien vu avec la dialectique, c'est un cheminement. C'est le cheminement des interlocuteurs qui est essentiel, c'est le travail d'orientation, comment on va orienter le dialogue, ou comment on va être désorienté, puisqu'il y a plus peut-être de moments de désorientation, où on perd pied, parce qu'on est réfuté, que de moments où on y voit clair. Remettre en question ses propres idées, se remettre en question est l'aspect essentiel du dialogue. C'est pour ça que, en fait, le dialogue platonicien ouvre à une réflexion très élaborée sur le langage et ses enjeux, puisque c'est à travers la parole de l'autre que l'on peut mesurer et examiner sa propre pensée. C'est grâce à l'autre, à la parole de l'autre, à la parole théâtralisée, mise en scène de l'autre, que l'on peut examiner sa propre pensée. Et ceci explique pourquoi il y a des règles si précises pour le dialogue platonicien. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ce n'est pas forcément exhaustif, j'ai retenu 9 règles. Il y en a peut-être plus, il y en a certainement pas moins. Et on va voir comment ces règles sont expliquées dans les dialogues eux-mêmes. Ce ne sont pas des conjectures ou des élucubrations sur les dialogues, mais on les trouve expliquées dans les dialogues eux-mêmes. Alors, elles ne sont pas dans un ordre particulier, on peut les prendre par n'importe quelle entrée. La première, mais le langage étant chronologique, il y a le début. Dialoguer, ce n'est pas discourir. Dialoguer, ce n'est pas discourir, c'est-à-dire ce n'est pas faire un discours. En cela, le dialogue platonicien se différencie de l'exposé, de la conférence, du discours, et notamment permet de se démarquer notamment de l'enseignement des sophistes. Alors, c'est dans le Protagoras. Protagoras est un des dialogues de Platon, et il explique bien ceci. Dans le Protagoras, Platon
explique cette différence entre dialoguer et discourir. C'est Socrate qui parle. Ceux qui étaient présents, ayant fait une ovation au beau discours de Protagoras, vous savez que les sophistes faisaient de grands discours qui étaient très appréciés, je lui dis, il se trouve que pour ma part, je suis un homme oublieux. Et quand on me tient un long discours, j'en oublie le sujet. S'il se trouvait que je fusse dur d'oreille, il te faudrait, pour t'entretenir avec moi, me parler plus haut qu'aux autres. Et bien de même, puisqu'il se trouve que tu as affaire à un homme oublieux, fais-moi la grâce de condenser tes réponses et de les faire plus brèves pour que je puisse te suivre. Et Protagoras lui répond, en quel sens m'invites-tu à faire de brèves réponses? Dois-je les faire plus brèves qu'il ne faut? Et Socrate lui répond, nullement. Alors, de la longueur qu'il faut, oui. Mais est-ce de celle que moi je juge telle ou bien de celle que toi tu juges telle? Voilà, alors, quelle longueur il faut? Est-ce que moi je juge bien ou toi, Socrate? Et Socrate lui répond, à la vérité, j'ai ouï dire que sur les mêmes sujets, tu es capable de tenir toi-même ou d'apprendre aux autres à tenir soit des discours aussi longs qu'on veut, sans que jamais la parole fasse défaut, soit au contraire des propos si brefs que nul ne soit capable d'en tenir de plus brefs. Alors, si tu veux t'entretenir avec moi, c'est à la seconde méthode, celle de la parole brève, qu'il te faut recourir. Je lui dis, bon, tu es capable, toi, sophiste, de faire les deux, soit des discours très longs, où on perd le fil, soit des discours, des éléments extrêmement brefs et concis. C'est ça qui est demandé dans le dialogue. Il m'est déjà arrivé d'affronter maints adversaires dans les luttes oratoires, Socrate. Et si j'avais fait ce que tu me demandes, si j'avais accepté de mener le débat selon la méthode prescrite par le contradicteur, je ne paraîtrais pas supérieur à quiconque. Et le nom de Protagoras ne se serait pas imposé aux Grecs. Voilà la réponse de Protagoras. Bon, tu es gentil, Socrate, mais si je n'avais fait que des discours brefs, comme tu me le demandes, je ne serais pas connu à ce jour. Et Socrate, un petit peu plus loin, lui dit, mais moi non plus, Protagoras, je n'insiste pas pour que la réunion se déroule de manière différente de celle que tu juges bonne. Quand tu voudras bien dialoguer en sorte que je puisse te suivre, je m'entretiendrai avec toi. Car toi, à ce qu'on dit et à ce que tu prétends toi-même, tu es capable de nouer entretien aussi bien en discours long qu'en discours bref. C'est que tu es un habile homme. Je disais tout à l'heure, Socrate a vraiment, il prend des pincettes quand il s'adresse à Protagoras. Avec d'autres, il en prendra moins, mais avec lui, il le flatte presque. C'était à toi qui es capable de pratiquer les deux genres, de nous faire concession pour que l'entretien ait lieu. Mais puisque tu n'y consens pas et que de mon côté je n'ai ni le loisir ni la capacité de rester te suivre en tes longs discours, car j'ai affaire ailleurs, je m'en vais. Autrement, sans doute n'est-ce pas sans agrément que j'aurais écouté même ces longs discours. Donc là vous avez un des éléments essentiels de la rigueur du dialogue qui doit être fait de questions et de réponses courtes, pour ne pas perdre le fil. Puisque dans un discours long et avec des digressions où on montre sa capacité oratoire et rhétorique, mais où on cherche surtout à se faire mousser, enfin, entre guillemets, il n'y a pas de dialogue.
Donc, si tu as, et à la fin, il lui dit, si tu as envie de nous entendre, parce qu'il y a d'autres interlocuteurs qui sont là, mais si, on a plaisir à vous entendre tous les deux. Donc, il insiste pour que Protagoras et Socrate dialoguent. Et Socrate finit par dire, si tu as envie de nous entendre, Protagoras et moi, demande-lui de continuer à faire des réponses brèves et uniquement aux questions posées. Des réponses brèves et uniquement aux questions posées. Alors là-dessus, on peut vraiment s'amuser à regarder des dialogues sur notre chère télévision où on voit que on ne répond pas forcément de manière brève, encore que c'est souvent timé, mais surtout pas aux questions posées. Et on voit tout de suite le glissement où on répond à côté, on répond ce qu'on a envie de dire, ou le message qu'on a envie de faire passer, mais ça, ce n'est pas du dialogue. Donc des réponses brèves et uniquement aux questions posées. Sinon, quelle tournure prendra le dialogue? Car pour moi, je pensais qu'une chose était de se réunir pour dialoguer, une autre de faire un discours au peuple. Donc un dialogue, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une harangue, ce n'est pas un ensemble de propos pour convaincre ou pour exalter l'opinion ou le peuple, c'est des réponses courtes aux questions posées. On progresse par un jeu de questions-réponses. Et comme la maîtrise de la parole, et comme on le verra tout à l'heure, le fait de trouver les mots justes n'est pas du tout aussi facile ni évident, plus on parle, plus on risque de dire des bêtises. Alors ça peut sembler un peu frustrant, cette histoire, mais ça c'est une des règles essentielles du dialogue platonicien. Deuxième règle, dialoguer, c'est échanger des raisons ou des arguments. Échanger des arguments. Donner ces arguments et accueillir les arguments de l'autre. Alors, là aussi, toujours dans le Protagoras, puisque c'est un dialogue qui est sur la rhétorique, donc qui est vraiment intéressant par rapport à ces règles du dialogue, on a aussi un autre petit extrait qui nous donne cette idée. Échanger des raisons ou des arguments. C'est Alcibiade qui intervint alors. « Tu n'y es pas, Callias. Socrate te dit que le discours suivi n'est pas son affaire et qu'il l'abandonne à Protagoras. Ce qui, en revanche, m'étonnerait, c'est qu'il le cède à personne dans l'art de dialoguer, de donner ses raisons et d'accueillir celles d'autrui. » Voilà. C'est très court comme argument, mais c'est ça, dialogue. Donner ses raisons, ses arguments, donc répondre au pourquoi. C'est la question essentielle d'un dialogue. Qu'est-ce que ou pourquoi? Pourquoi? Parce que. En général, on répond à pourquoi par un parce que. Donc répondre donner ses raisons, ses arguments, mais surtout aussi accueillir celles d'autrui, en ne les éliminant pas d'office, en se disant ça n'a pas de sens, c'est idiot, ça n'a pas de sens, ou c'est pas mon opinion, je ne pense pas de la même manière, donc je ne réponds pas. Tout argument, aussi spécieux ou contradictoire, vaut la peine d'être accueilli.
accueilli, ça veut dire qu'on est en état de réceptivité, de réception, et pas simplement d'émission. Donc, si Protagoras reconnaît qu'il est inférieur à Socrate dans le dialogue, Socrate en reste là. Mais s'il prétend le contraire, alors qu'il procède à l'échange des questions et des réponses, sans prendre occasion de chaque réponse pour se lancer dans un long discours, en esquivant les arguments et en refusant de se justifier, et en pérorant jusqu'à ce qu'il ait chance que la plupart des auditeurs aient oublié quel était l'objet de la question. Et je me porte garant que Socrate, lui, ne l'oubliera pas, et que c'est par le jeu qu'il se prétend oublieux. C'est-à-dire, là, ce qu'il veut dire, c'est que parfois, dans les dialogues, Socrate fait semblant d'avoir oublié le sujet, le point de départ. Disant, mais finalement, on parle de quoi évidemment, c'est un peu une feinte pour que ce soit l'autre. Il dit, mais on parle de ça. Enfin, pour se rendre compte, si déjà l'autre sait encore de quoi on parle. Parce que peut-être il a carrément, avec les digressions et les discours, oublié finalement quelle était la question initiale. Ça. Oui, non, oui et non, non. Des fois, il pouvait avoir oublié. Oui, il dit, tu sais, moi, dans les longs discours, je perds le fil. Mais la plupart du temps, il fait semblant. Et dit, mais alors, finalement, mais là, tu m'entraînes là-dessus, mais on est parti d'où ? C'est quoi le sujet ? On rit, mais c'est extrêmement fréquent. On se laisse entraîner, et, on ne sait plus de quoi on parle. Et là, évidemment, on n'est plus dans du dialogue. Donc, c'est échanger des arguments, échanger des raisons et accueillir ceux de l'autre. Troisième règle, dialoguer, ce n'est pas controverser. C'est-à-dire, ce n'est pas vouloir convaincre. Ce n'est pas vouloir convaincre, ni avoir raison. C'est pour ça que ce sont des règles exigeantes par rapport au positionnement que l'on peut avoir. Ni convaincre, ni avoir raison. Et donc c'est accepter la déstabilisation de se voir mis en défaut. Que peut-être l'argument de l'autre est plus percutant, plus pertinent, plus logique que le sien. Pour ça, ça oblige à un décentrage. C'est de ne pas être trop pris affectivement par ces arguments, puisque les arguments, c'est de la logique, c'est un travail mental, mais on sait très bien que le côté affectif s'ajoute à cela, et c'est ça qu'il faut travailler. Pour ne pas engager son image, sa réputation, ce que l'on va penser de soi dans cet exercice de dialogue. Tout ça n'a aucune importance par rapport au fait de progresser et de cheminer ensemble. Alors, ce n'est pas controversé, ce n'est pas... toujours dans le Protagoras, c'est un autre interlocuteur qui dit, c'est Critias, qui dit « Pour ma part, Protagoras et Socrate, je vous demande moi aussi de vous mettre d'accord. Mais pour faire des thèses un objet de discussion et non pas de dispute. » Là, c'est traduit par discussion et pas dispute. Alors, quand on parle des disputations au Moyen-Âge, c'était plus dans le sens de discussion et d'échange d'arguments. Pas de la dispute, du conflit ouvert. Entre amis, on discute avec bienveillance. Ce sont rivaux et ennemis qui disputent. Voilà. Donc, on rappelle que le cadre dans lequel doit se dérouler le dialogue est un cadre de bienveillance.
et non pas de conflit, que le conflit, il est entre les arguments, entre les idées, entre les opinions, mais pas entre les gens, pas entre les interlocuteurs. Là, il doit y avoir au contraire bienveillance, même en cas de déstabilisation, hein, ou de se trouver face à une impasse, de ne plus savoir quoi dire. Rester toujours bienveillant. Ça, c'est 3 règles. C'est clair? 4e règle, dialoguer, c'est obtenir l'accord pas à pas de ses interlocuteurs. Obtenir l'accord pas à pas de ses interlocuteurs. Ça, c'est très important par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière sur la dialectique. C'est un cheminement progressif pas à pas, où à chaque étape, on prend le temps de vérifier qu'on est bien d'accord. Qu'on est d'accord, par exemple, sur le sens des mots. C'est quelque chose, c'est une règle qu'on applique, qu'on ne se donne pas souvent le souci d'appliquer aujourd'hui. On s'envoie souvent des mots à la figure sans prendre le soin de définir ce qu'on entend par les mots. Et ça, c'est hyper important. Sinon, c'est un dialogue de sourds, c'est-à-dire un faux dialogue. Une dispute, un débat, une joute, mais ce n'est pas du dialogue. Dans la dialectique, on avance lentement, mais sûrement. C'est-à-dire, c'est une construction, on construit une échelle. Donc, ça veut dire qu'on n'avance pas plus avant dans le dialogue si on n'est pas sûr que déjà, sur ce point-là, on ne soit pas d'accord. C'est-à-dire qu'on partage le même point de vue. Parce que si on ne fait pas cela, à un moment donné, les interlocuteurs, les dialogants vont se dire « Ah mais on n'est pas d'accord, mais on ne saura pas sur quoi. » Et il va falloir tout reprendre au début. Alors que là, c'est comme un escalier. L'intérêt d'un escalier, c'est que si on tombe d'une marche. Enfin, on peut aussi tout dévaler. Mais, hein, quand on glisse d'une marche. Et pas tout en bas. C'est la même chose dans cette construction dialectique. On construit des marches. Donc, on est parti d'une question. Est-ce que tu es bien d'accord qu'on peut comprendre la chose comme ça? C'est pour ça que souvent, il y a des échanges qui sont très brefs. Et l'interlocuteur, quand c'est Socrate qui pose des questions, c'est souvent oui. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, je suis d'accord. Et c'est là qu'il a fait beaucoup d'années en disant, bon, bah, voilà, on a des interlocuteurs un peu mous. Ou face à Socrate, ils sont toujours d'accord. Ce qui n'est pas vrai, mais c'est vrai que c'est important pour avancer pas à pas, donc il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas chercher le résultat, de dire bon, ben, on va avoir la réponse à la fin du dialogue. Il faut s'assurer à chaque étape qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on est bien d'accord sur ce sur quoi on est arrivé. Et si on n'est pas d'accord, on reprend l'échange d'arguments, mais on n'avance pas plus. Sinon, si on est trop pressé, si on avance sans faire cette vérification, en fait on perd du temps et on n'arrivera à rien. Donc, on vérifie l'accord sur les hypothèses qui sont faites. Et si on fait cette hypothèse, est-ce que tu es d'accord pour que l'on fasse cette hypothèse? Oui ou non? C'est pas oui peut-être, oui mais, c'est oui ou non. Tu es d'accord, alors on avance. Tu n'es pas d'accord, alors propose-moi autre chose. Oui, mais ça présuppose que les protagonistes sont de force égale. Sont d'intention et de bonne foi. Sont d'intention égale. Oui, disons, c'est pas une question. Le dialogue est impossible. Non, c'est pas.
l'égalité, elle est dans l'intention. Le fait de vouloir les deux, ou arriver à un peu plus de vérité. Elle est là, l'égalité. Elle n'est pas dans la qualité, elle est dans la qualité de penser, mais ça c'est un apprentissage. Elle est dans la bonne foi et ces règles que je vous ai indiquées au début, c'est-à-dire ne pas vouloir intimider l'autre, convaincre l'autre, avoir raison, faire des grands discours, des grandes digressions ou chercher la dispute. Elle est là, l'égalité. C'est une égalité de positionnement avant tout. Une égalité dans le positionnement. Et de respect, et de bienveillance et de courtoisie, comme il est dit dans certains dialogues. Alors, cet accord pas à pas, on va le trouver expliqué dans le Ménon. Vous savez, le Ménon, c'est ce dialogue où on interroge un esclave qui n'a jamais rien étudié et qui, là aussi, de manière extrêmement progressive, pas à pas, va être capable finalement de redécouvrir le théorème de Pythagore, le système de duplication des carrés, alors qu'il n'a jamais fait de mathématiques, par un questionnement assez serré qui lui permet donc, par ce jeu de questions-réponses, d'arriver finalement à découvrir des choses qu'il ne soupçonnait pas. Alors, c'est la source de ce que Platon va expliquer, une des grandes théories de Platon, sur la réminiscence. C'est-à-dire qu'en fait, le questionneur a pour objectif de faire se souvenir l'interlocuteur d'un savoir qu'il avait déjà en lui, mais qu'il avait oublié. Bon, ça, c'est la théorisation de Platon. Bon, est-ce que Socrate enseignait la même chose? On ne peut pas le savoir, mais c'est aussi un dialogue qui construit dans cette perspective, d'arriver à cette idée de la réminiscence. Mais, donc c'est un dialogue très, très intéressant, bon, c'est un des plus connus. Et donc, voilà ce qui est dit dans le Ménon sur cet accord pas à pas. Ménon qui dit « Mais ta réponse est naïve, Socrate. » Bon. Et Socrate répond « Pour ma part, je la crois vraie. » Vous rappelez les opinions dans le monde sensible, les opinions fausses et les opinions vraies. Pour ma part, je la crois vraie. Et si mon interlocuteur était de ces sophistes en quête de combat et de victoire, je lui dirais « Voilà ma réponse. Et si elle n'est pas correcte, à toi de demander raison et de démontrer. » Mais s'agissant, comme c'est présentement le cas, de deux amis qui désirent dialoguer, il faut donner réponse plus accommodante et mieux appropriée à la poursuite du dialogue. Or, nul doute que le dialogue exige non seulement qu'on réponde à ce qui est vrai, mais en outre que l'on fonde sa réponse sur ce que celui que l'on interroge reconnaît qu'il sait. Voilà, ça c'est la phrase essentielle par rapport à cette règle d'obtenir à chaque étape un accord. C'est-à-dire pas simplement, bon, tu n'es pas d'accord, donne-moi tes arguments, ce qui peut être le cas, mais de manière un peu plus ronde, un peu plus bienveillante, exiger non seulement qu'on réponde à ce qui est vrai, mais en outre que l'on fonde sa réponse sur ce que celui que l'on interroge reconnaît qu'il sait. C'est-à-dire que on vérifie que ce qu'on est en train de dire, l'autre est d'accord, et pas simplement qu'il soit d'accord de manière superficielle. Oui, ok, je suis d'accord un peu pour faire plaisir, avançons. Non, pour reconnaître que on le sait, c'est-à-dire que oui, on a redécouvert ça, et donc on est profondément d'accord avec. Ça, c'est très important, pour que ce ne soit pas des accords de principe, ou de courtoisie, ou de politesse.
oui, oui, ok, je suis d'accord, on continue. Non, que ce soit vraiment des accords sur ce que on a redécouvert finalement en soi, avec lequel on est évidemment profondément en syntonie, enfin en symbiose, en accord. Ça nous montre aussi le rôle du dialogue, que le résultat, ce à quoi on va arriver dans un dialogue, n'est jamais déterminé d'avance. Socrate ne sait jamais comment va se terminer un dialogue, puisqu'on ne sait pas ce que va redécouvrir la personne. Sans parler forcément de réminiscence, mais je crois que c'est une technique aussi, une exigence, une discipline qu'on n'utilise pas suffisamment dans la pédagogie, dans l'éducation, c'est-à-dire plutôt que de se dire j'ai en face de moi des enfants ou des adolescents vides que je cherche à remplir, se dire peut-être qu'ils savent déjà des choses, plein de choses, et qu'il s'agit par le questionnement, par l'éducation, par la pédagogie, de faire surgir ça. Parce que ce que l'on fait surgir de soi-même, on s'en souvient. Surtout par cet accord pas à pas, on est bien d'accord que c'est ça. Oui, c'est ça. Et une fois qu'on l'a dit, pas simplement qu'on a pensé, mais qu'on l'a dit, oui, je suis d'accord, c'est bien ça, alors c'est solide. Une vérité première. Disons un argument qui fait vraiment tilt, quoi, entre l'intérieur et ce qui est apporté. Ça, c'est le fameux accouchement, la fameuse maïotique. Maya, la sage-femme. Donc, je pense qu'au niveau des éducateurs, des professeurs, du personnel enseignant, se situer de cette manière, en ayant cette intime conviction qu'on a en face de soi des êtres pleins de quelque chose qui ne demandent qu'à sortir, à s'exprimer, plutôt que des réceptacles vides qu'il faut absolument remplir de savoir, ça pourrait donner de meilleurs résultats. Cette technique du questionnement. Pas, évidemment, peut-être sur le théorème du Pythagore, où ça prendrait peut-être un peu plus de temps, mais sur plein d'autres sujets, puisque ça pourrait développer ce fameux apprendre à apprendre plutôt qu'apprendre. Puisqu'on sait très bien que quand on est dans le positionnement d'apprendre, on apprend peu, réellement. Alors que si on apprend à apprendre, l'apprentissage permanent qu'est la vie pourrait être beaucoup plus à la fois intéressant, jubilatoire, puisqu'il y a, comme disait Steiner, il y a du drame, mais pas dans le sens négatif, il y a de la jubilation aussi dans ces dialogues, la lecture de ces dialogues. Et donc ça pourrait rendre peut-être l'apprentissage plus ludique, mais dans un sens profond. Donc on obtient l'accord par là, et c'est une étape ou c'est une œuvre qu'on ne peut pas court-circuiter. Qu'on ne peut pas court-circuiter, même si ça peut ralentir le dialogue, le rythme. Mais c'est essentiel parce que sinon on se perd, ou on perd de vue la dernière hypothèse sur laquelle on était d'accord. Et qui peut être peut-être 1 heure ou 2 heures ou 10 ans avant. Ça va ? Donc, vous voyez bien cette dialectique, ce cheminement, on l'avait vu, de va-et-vient, il est progressif. Mais si on veut qu'il soit profond, il ne peut être que progressif et lent, se donner le temps de. Ça veut dire de combattre absolument une des caractéristiques de notre temps, qui est la vitesse. Combien de temps vous avez le dialogue ? Une vie ? Non. 1
heure? Dans un moment précis, quoi. C'est-à-dire, ça a duré combien d'heures dans un moment précis? Quelques heures? Ah, quand même. Ah oui? Après, il fallait aller à table. Disons, c'est pour ça que souvent ça se passe hors de banquet, hein, parce que les Grecs aimaient bien quand même manger, boire. Donc voilà, on se donnait la soirée, voire la nuit. Il y a parfois des banquets où à la fin tout le monde est ivre mort, sauf Socrate. Hein, et c'est le matin, c'est l'aube, on dit, bon voilà, il repart. Ah oui, ça a duré une partie de la nuit. Mais lors d'un repas, en fait, il est difficile de parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait en fait que les personnes qui étaient autour. Oui, c'est ça. Alors, c'est souvent des dialogues, deux. en fait, qui étaient nombreux, puisque s'il y avait un convive, il peut très bien y avoir... Voilà. Alors, c'était pas tout le temps du dialogue, parce que, par exemple, dans le banquet, il y a plusieurs interlocuteurs qui vont raconter des choses, qui vont raconter les discours qu'ils ont entendus sur Eros. Enfin, et après, le dialogue lui-même, il est entre Socrate et un interlocuteur. Avec un interlocuteur, et l'interlocuteur parfois change. Quand il y en a un qui s'en va, il y en a un autre qui prend le relais. En général, le dialogue, c'est entre deux. Il y a deux interlocuteurs. Parce que, mais il y a des gens qui assistent. Mais lors d'un repas, en fait, il n'y a que des personnes qui sont à proximité qui peuvent assister. Mais dans un repas, c'est très difficile de faire un dialogue. Parce que déjà, quand on mange, c'est très difficile de faire plusieurs choses en même temps. Donc si vous voulez faire un vrai dialogue, bon, il faut se donner, disons, plus de chances possibles de faire quelque chose de sérieux. Donc c'est pas en faisant autre chose, c'est en se consacrant exclusivement à ça. Sinon c'est un échange sympathique, convivial, mais c'est pas un dialogue. Bon, on fait une petite pause. Hein? On a vu 4 règles. Et combien j'avais dit que j'en avais? 9. Ah oui. Alors, 5e règle. C'est l'utilisation de l'analogie. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu un peu rapidement la semaine dernière par rapport à l'outil de la dialectique, l'analogie. C'est un procédé très souvent employé par Socrate, c'est-à-dire l'analogie, hein, de répéter le même argument, mais sur un autre plan. Je vais donner un exemple. C'est un dialogue qu'on avait étudié, je crois, l'année dernière, le Laches, où les interlocuteurs s'interrogent sur l'intérêt d'apprendre ou pas le maniement des armes pour l'éducation des jeunes gens. Et à part cette question de départ, est-il utile pour des jeunes gens d'apprendre le maniement des armes, on se rend bien compte que l'enjeu du dialogue est bien au-delà de cette question technique en fait, et porte sur l'éducation des jeunes gens, et donc comment faire des gens vertueux, etc. Au-delà de la simple technique, hein, de armes ou pas armes. Et pour cela, Socrate emploie une analogie. Hein. Donc, je donne cet exemple pour que vous voyez en quoi ça consiste. Quand on se demande à propos d'un onguent pour les yeux, s'il faut l'appliquer ou non, est-ce sur le remède ou sur les yeux que porte selon toi la délibération? Donc, analogie, on déplace le sujet, mais en fait c'est la même relation qu'on va retrouver, c'est-à-dire
quand on se demande à propos d'une pommade pour les yeux, s'il faut l'appliquer ou non, est-ce sur le remède ou sur les yeux que porte selon toi la délibération? En un mot, toutes les fois qu'on délibère sur une chose en vue d'une autre, c'est sur la chose en vue de laquelle se fait l'examen que porte la délibération, et non sur celle qu'on examine en vue d'une autre. C'est-à-dire, si on étudie la question du maniement des armes pour l'éducation des jeunes gens, il ne faut pas perdre de vue que le sujet essentiel, c'est l'éducation des jeunes gens et pas le maniement ou pas des armes. Ça, c'est un moyen, un outil en vue d'une finalité plus vaste. Donc l'analogie, c'est pour ça qu'il utilise cette analogie, c'est-à-dire en fait la même chose mais sur un autre plan, et souvent sur un plan plus concret, plus évidemment compréhensible. Bon, si on se pose la question d'une crème pour les yeux, c'est qu'on a en finalité le fait de soigner les yeux et pas de se demander si tel ou tel onguent. Enfin, pour ne pas perdre de vue la finalité du dialogue et la question essentielle. Donc discerner ce qui est accessoire de ce qui est essentiel. Ça, c'est le but de l'analogie. Pour mieux faire comprendre, aider à la compréhension de certaines questions, parce que certaines questions sont quand même un peu abstraites. Donc, le fait de la transposer dans un plan plus concret, plus sensible, permet une meilleure compréhension. Et après, par analogie, si on retranspose, si ce qui est important, c'est les yeux et pas l'onguent, alors pour le sujet qui nous intéresse, c'est bien l'éducation des gens, plutôt que telle ou telle technique, de se disputer sur l'intérêt de telle ou telle technique. Vous voyez ? C'est-à-dire, l'analogie permet de déplacer le questionnement, de le rendre plus compréhensible et ensuite de le transposer. C'est toujours une répétition, une transposition sur un autre plan qui permet de mieux comprendre. Et dans les dialogues de Platon, Socrate utilise très 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 souvent cette règle de l'analogie, qui permet donc de faire comprendre plus facilement ce qu'on veut expliquer. Et en même temps, donc, de ne pas perdre de vue la finalité du questionnement, puisqu'il y a toujours, il y a souvent dans les arguments, un moyen et une fin. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment pratiquer au quotidien, de s'exercer à discerner ce qui peut être un moyen, un outil, d'une finalité plus vaste, plus large, plus profonde. De quoi est-ce qu'on parle ? De moyens, d'outils ou d'une finalité. Et très souvent, on dit, il faut répondre au pourquoi. Très souvent, on ne répond pas au pourquoi, mais au comment. Et quand on répond au comment, on répond au niveau des outils, des moyens. C'est pour ça qu'il faut faire attention à distinguer le comment du pourquoi. Et très souvent, ce qu'on voit comme débat, discussion, porte sur le comment. Et c'est pour ça qu'il y a des confrontations, il y a des oppositions, des contradictions, mais on oublie le pourquoi. En vue de quoi ? Pour quelle finalité on fait ça ? On dit, l'éducation, il faudrait plus de moyens. Voilà. Donc là, on est manifestement dans une problématique de comment. Mais pour faire quoi ? En vue de quelle finalité ? On ne se pose pas toujours la question. Et si on se posait la question, peut-être qu'on pourrait trouver d'autres comment. Bon, ça, je vous laisse réfléchir. Pas au comment, non. Pourquoi ? Alors, 6e règle. Combattre les présupposés. Combattre les présupposés. Ou les présupposés, ou les préjugés. Préjugés, bon. C'est-à-dire tout ce qui relève du sous-entendu implicite.
C'est-à-dire, ce qui peut être évident pour un interlocuteur, mais qui ne l'est pas du tout pour l'autre. Hein, c'est ce qui est pas dit, ce qui est sous-entendu, ce qui est implicite, et qui est pour soi peut-être évident, qui est une certaine manière de penser les choses, mais qu'il va falloir faire l'effort d'expliciter. Si je dis ça, si je pense ça, c'est parce que pour moi, ta. Il faut rendre explicite l'implicite si on veut vraiment dialoguer, parce que sinon, il y a des sous-entendus, il y a des choses qui semblent évidentes et qui ne le sont pas du tout, qui ne le sont que pour soi. Donc, ça fait partie de ce décentrage. Je disais, c'est peut-être l'opinion. Oui, bien sûr. L'opinion, le premier niveau de l'opinion, hein, c'est souvent des choses sur lesquelles on n'a pas forcément réfléchi. Hein, donc, voilà, c'est les premières choses qui viennent. Ça fait partie de notre paysage mental. Hein, mais dans le dialogue, il va falloir faire sortir ça. Donc l'expliciter et l'argumenter pour se rendre compte que peut-être c'est correct, ça se justifie, ou peut-être pas. Donc, tout présupposé doit être explicité et argumenté. Et si on se rend compte que ça ne peut pas être argumenté, il va falloir faire ce travail très déchirant d'abandonner peut-être ce présupposé. Ou au moins de le remettre en cause. Peut-être qu'on peut voir les choses autrement. Par rapport à cela, il y a un élément intéressant que je trouve important de souligner, c'est qu'il faut être très prudent avec ce qu'on appelle l'argument ou les arguments d'autorité. Argument d'autorité. Qu'est-ce que c'est qu'un argument d'autorité dans ce dialogue où on fait argument contre argument? C'est faire appel à une autorité ou à ce que l'on pense être une autorité. Je dis ça parce que Descartes l'a dit, ma grand-mère l'a dit, ou je l'ai lu. Maintenant, on n'ose plus dire je l'ai vu, vu à la télévision, mais je l'ai lu, on fait appel où les scientifiques disent que... dans cette explicitation parfois des présupposés ou des préjugés, on va faire appel à une autorité. Et ça, c'est souvent peu pertinent. Parce que toute autorité, aussi autorité qu'elle paraisse, peut se tromper. Descartes n'a pas dit que des choses vraies. Platon non plus, Kant non plus, le voisin de palier non plus, ce qu'on considère être une autorité. Les écritures saintes peut-être non plus. Les scientifiques, etc. Donc, ce n'est pas un critère, les sondages, et surtout, c'est souvent une facilité qui évite de penser, et on pense surtout que ça va faire mouche, qu'on va pouvoir bénéficier de l'autorité de la personne qu'on cite, et en fait, c'est souvent un préjugé ou un présupposé de plus. Donc là, c'est aussi oui, ça peut être des postulats, mais Socrate le fait aussi, il faut le débusquer quand il fait appel à Homère ou Pindare. Voilà, toute autorité est relative et toute autorité peut être discutée et relativisée. Il n'y a pas de vérité absolue, donc voilà. C'est quelque chose, mais qui peut faire tilt quand quelqu'un vous dit « Ah, mais je l'ai lu dans... » Faire très attention parce que ce n'est pas une preuve. Mais à l'école, les professeurs ont tendance à demander cette formulation aux élèves. Plus on colle de citations, plus on
Oui. Oui, 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 tout à fait. Et c'est pour ça on peut se laisser piéger. Oui, ça c'est le grand problème de faire de la philo dans une année où on a un examen. Et où on fait de la philo dans une perspective de bachotage qui est anti-philosophique. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc avant de dire, d'exprimer un argument d'autorité, il faut vraiment se poser la question si c'est pertinent ou pas. Voilà, il faut de toute façon l'argumenter. Alors, septième critère ou règle, que veut dire la question « qu'est-ce que ?» Qu'est-ce que, parce que c'est une question qu'on trouve souvent dans les dialogues, et ce qu'elle ne veut pas dire. Alors ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Que veut dire la question « qu'est-ce que ?» et qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire. Là-dessus, on a le fameux dialogue de l'Hippias majeur, où vous savez que la question de départ, c'est qu'est-ce que le beau, et où l'interlocuteur va énumérer ce qu'il pense être des choses belles, et à la fin, il lui dit, Socrate, « Dis-moi donc, étranger, demandera-t-il, ce que c'est que le beau. Mais alors, Socrate, l'homme qui demande cela veut savoir ce qui est beau. Je ne crois pas, Hippias, ce qu'il veut savoir, c'est ce qu'est le beau. » Vous voyez, c'est très subtil, il y a une petite apostrophe différente. Ce qui est beau, ce qu'est le beau. Mais où est la différence ? Alors, ceux qui disaient que tous ces Grecs étaient très instruits, très intelligents, ils nous dépassaient. Non, vous voyez, même à leur époque, il y en a qui ne comprenaient pas où était la différence entre ce qui est beau, ce qu'est le beau. Tu n'en vois pas ? Aucune. Pourtant, tu es plus savant, c'est évident. Néanmoins, réfléchis, mon cher. Il ne te demande pas qu'est-ce qui est beau, mais bien qu'est-ce que le beau. Donc, cette question « qu'est-ce que ?» voilà ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. La réponse idéale, on le trouve dans le Tifron, un autre dialogue sur la piété. Essaie maintenant, mon cher Tifron, de répondre plus clairement à ma question, car ta précédente réponse ne m'a pas suffisamment instruit. Je te demandais ce que peut bien être la piété. C'est la question de départ de Le Tifron. Qu'est-ce qui est pieux? Qu'est-ce que la piété? Et tu m'as dit que ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est-à-dire poursuivre ton père en justice pour meurtre, se trouve être un acte pieux. Là encore, qu'est-ce qu'être pieux, qu'est-ce que la piété? Et l'autre lui dit, mais là je suis en train de faire un procès à mon père parce qu'il a commis un meurtre, ça c'est pieux. Il lui donne un exemple. Et j'ai dit vrai, Socrate, c'est en toute bonne foi, dire les gens sont pas méchants, mais ils voient pas l'intérêt de la question. Peut-être bien, lui répond Socrate, mais il y a beaucoup d'autres choses que tu qualifies de pieuses, et qui le sont en effet. C'est-à-dire que là, on n'a jamais fini, s'il faut énumérer de manière exhaustive tout ce qui est pieux. Mais rappelle-toi, je ne t'invitais pas à me faire connaître une ou deux des nombreuses choses qui sont pieuses, mais bien cette forme en elle-même qui fait que toutes les choses pieuses sont pieuses. Car il me semble que tu as admis que c'est par une forme unique que les choses impies sont impies et que sont pieuses les choses pieuses. T'en souviens-t-il? En effet. Vous voyez, là, c'est l'idée de l'accord. Tu te rappelles qu'on avait dit ça et tu étais d'accord. En effet. Donc on peut s'appuyer là-dessus, puisque tu étais d'accord. Alors, après, il y en a qui disent « Ah oui, mais j'ai dit ça, mais en fait, j'étais pas vraiment d'accord. »
ah bon, mais alors là, on repart à zéro. Mais si tu dis à un moment donné, je suis d'accord, il faut assumer le fait que c'est pas parce que tu dormais que tu as dit ça, que tu étais vraiment d'accord. Eh bien, apprends-moi ce que peut bien être cette idée, afin que, dirigeant vers elle mon regard et m'en servant comme d'un paradigme, c'est-à-dire d'une théorie, une vision, je qualifie de pieux tout acte semblable venant de toi ou d'un autre, et que je ne m'accorde pas cette qualification à l'acte qui ne lui ressemble pas. C'est-à-dire, obtention d'un critère, d'une définition de ce qui est pieux, pour savoir après facilement ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Sans avoir à dérouler tous les exemples, parce que là, évidemment, c'est impossible. Et ça peut être tout à fait subjectif. Poursuivre son père pour meurtre, bon, c'est intéressant comme cas de figure. Ça peut être juste sans être pieux. Ça peut être pieux sans être juste. Alors là, après, c'est tout le problème des ressemblances et des différences. Donc, ça, c'est pour bien comprendre qu'est-ce que veut dire la question « qu'est-ce que ?» Huitième règle, faire face à la difficulté de la définition. C'est-à-dire trouver une définition, c'est-à-dire trouver quelque chose qui unifie le multiple, c'est pas simple. Donc faire face à la difficulté, être conscient de la difficulté de la définition, puisqu'on va trouver le problème de l'un et du multiple, c'est-à-dire qu'on est face à une multiplicité d'exemples, et il va falloir quand même continuer cette exigence d'un peu plus d'unité. Ça, c'est ce qu'on avait vu, par exemple, dans le thé et tête, où il y a toute la question « qu'est-ce que la science ?» Qu'est-ce que la science? Et là, encore une fois, ils vont donner des exemples, la géométrie, l'arithmétique, la rhétorique, tout ça, ce sont des sciences. Mais qu'est-ce qui fait que ces sciences sont des sciences? C'est leur appartenance à l'idée de la science. Et là, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il va falloir faire des hypothèses. Et tiens, si on disait que la science c'est ça, vous vous rappelez, et puis après, on démolit, on argumente, on n'est pas satisfait, donc on va chercher une autre définition pour chaque fois un peu plus affiner la définition et trouver une définition qui remporte une sorte d'adhésion ou de consensus, mais surtout qui soit le plus global, le plus unifiante possible, qui fait que toutes les sciences connues puissent rentrer dans cette définition. Et si jamais il y en a une qui ne rentre pas, alors on recommence l'exercice. Donc c'est toute la problématique de l'un et du multiple, de trouver l'unité dans le multiple. Et donc, comme le dit Platon, c'est aussi toutes les relations entre les parties et le tout. C'est-à-dire, là c'est aussi une question par rapport à la vertu. Quand on dit la vertu, la justice, la piété, est-ce que tout ça peut être mis sur le même plan? Ou bien est-ce que la piété, la justice sont des exemples de vertu? Dans ce cas-là, l'idée de vertu serait englobante. Ou est-ce que c'est plutôt l'idée de justice qui englobe la piété et la vertu? Vous voyez, toutes les relations des parties au tout. Qu'est-ce qui est le tout? Qu'est-ce qui est la partie? Qu'est-ce qui est plus de l'ordre du tout et qu'est-ce qui est de l'ordre de la partie? Et c'est pas évident. Vertu, justice. Vertu, la justice. Qu'est-ce qui fait partie de l'autre? Ça s'argumente. Il y a des choses justes qui ne sont pas vertueuses, il y a des choses vertueuses qui ne sont pas justes. Bon, là, c'est de la logique. Mais aussi donner des arguments. Les arguments, ça peut être une définition, ça peut être un exemple, ça peut être un fait. Les arguments, c'est pas forcément une idée. Ça peut être aussi, tiens, j'ai cet exemple de chose juste et qui n'est pas vertueuse. Ça voudrait dire que peut-être la notion de justice
est plus englobante que celle de vertu. Mais qu'est-ce qu'on entend par justice? Qu'est-ce qu'on entend par vertu? Voilà. Donc c'est toute cette relation, et qu'on voit bien dans la dialectique, relation entre l'un et le multiple. Recherche d'unité dans un contexte de multiplicité. Qu'est-ce qui ressemble? Qu'est-ce qui est différent? C'est déjà tout l'apprentissage, aussi la notion de ressemblance. Ça ressemble, mais est-ce que c'est pareil? C'est différent. Ah non, la vertu, la justice, c'est différent. Bon, mais en quoi c'est différent? Et vous savez, on peut commencer très tôt ça. Avec un enfant de 3 ans, ou de 2 ans, 3 ans, on peut lui montrer 2 peluches, lui demander celle qu'il préfère, et pourquoi. Et en quoi elle est différente de l'autre, et en quoi elle ressemble à l'autre. Et on est étonné des réponses. Parce que même s'il n'y a pas l'outil vraiment indiscriminant, mental aussi développé qu'à l'âge adulte, pareil, pas pareil, c'est déjà très intéressant. Et ils ont les outils, déjà, pour distinguer ce qui est pareil, pas pareil, et pourquoi ils préfèrent un. Et s'ils préfèrent les deux, ce qui est souvent le cas avec des petits, s'ils préfèrent les deux, et il faut leur demander de choisir. Et là, c'est tout un apprentissage du choix qui est très intéressant. La liberté, l'apprentissage, la liberté du choix. Mais une fois qu'on a choisi, on a choisi. Et c'est très intéressant d'expérimenter cela pour dire que, même petit, il y a des petites règles de dialogue qui peuvent être appliquées et faire l'objet d'un apprentissage. Vous voyez, parce que c'est pas simple. C'est pas ça. Et ça explique aussi pourquoi un certain nombre de dialogues sont aporétiques, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une définition. D'où toujours la question, qu'est-ce que... Bon, tu me parles de justice, de vertu, de piété, mais tu entends quoi par ça? Bah, c'est évident. Rien n'est évident. Et surtout, ce que je rappelais tout à l'heure, expliciter les présupposés. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, dans la mesure où ça fait partie de nous-mêmes, c'est implicite, on ne se rend pas compte qu'on a plein de pré-formatage. Alors, 9e règle. Ah ben c'est la dernière. Ah, c'est magnifique. Mais il y en a d'autres, hein, mais il faut finir quand même. Le problème du langage. C'est se confronter aux limites du langage. Et ou disons, l'art de trouver les mots les plus justes. L'art de trouver les mots les plus justes. Ça, c'est intéressant. Et c'est ce qu'on avait vu aussi dans le Lachaise, où je vais vous donner un petit extrait de quelqu'un qui avait une pensée assez fine, mais qui disait, voilà, pour ma part, Socrate, je suis disposé à persévérer, quoique je n'ai pas l'habitude de tels dialogues. Mais l'envie de dialoguer sur cette question m'a saisi, et je sens une véritable impatience d'être si impuissant à exprimer ce que je pense. Il me semble que je conçois bien ce qu'est le courage, mais je ne sais comment il s'est fait tout à l'heure que l'idée m'en est échappée au point que je n'ai pu ni la formuler ni la définir. Alors ça, c'est fréquent dans les dialogues. On sent ce qu'on voudrait dire. On sent qu'on a la définition sur le bout de la langue. Ça semble assez clair dans sa tête. Mais au moment de le formuler, on ne trouve pas les bons mots. Ou on n'a pas les mots. On ne trouve pas les mots justes pour exprimer ce que l'on pense. Et ça, c'est un autre exercice, enfin une autre règle intéressante du dialogue,
c'est qu'on est obligé de passer par les mots, hein, par cette théâtralisation hein, de la parole. Et donc, il faut choisir les mots. Mais ce qui se conçoit bien. S'énonce clairement. Et les mots, pour le dire, viennent aisément. Ça, merci, monsieur Boileau. Hein, c'est Boileau qui disait ça. Mais, voilà. On met le doigt sur là où le bas blesse. C'est que soit les mots n'existent pas dans notre langue, ce qui est possible, hein, il y a des choses un peu indicibles et nos langues sont un peu trop brutes et approximatives pour ça, soit, si effectivement ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, c'est-à-dire si on ne trouve pas les mots, si on n'arrive pas à expliquer, c'est que peut-être les choses ne sont pas si claires que ça dans sa tête. L'intérêt, c'est que dans la tête, on peut dire « Oh, c'est clair dans ma tête, mais je n'arrive pas à le dire. » Bon, alors, on remonte à la cause. Donc, si on n'arrive pas à dire, c'est que peut-être, c'est peut-être un peu confus. Ah, mais non. Mais c'est souvent le cas. C'est que peut-être les choses ne sont pas si claires, ne se conçoivent peut-être pas si clairement. Et donc, il va falloir remonter à la clarification de ce qui est dans la tête. Parce qu'effectivement, si c'est clair dans la tête, ça ne veut pas forcément dire que les mots vont tout de suite être trouvés, mais on aura plus de chances quand même de pouvoir s'exprimer clairement. Donc là, c'est un argument, c'est clair dans ma tête, mais j'arrive pas à l'exprimer. Là, il ne faut pas croire ça, il ne faut pas s'arrêter à cette pseudo-argument, et faire l'effort de trouver les mots les plus justes, pas forcément les mots, mais s'approcher aussi par le langage de ce que l'on veut exprimer. Sachant que s'il y a un concept, il y a un mot. Et souvent, cet effort de clarification de la pensée passe par cette idée de conceptualiser, c'est-à-dire sortir de la narration pour le concept. Alors, toute l'histoire que tu viens de raconter, là, tu pourrais le conceptualiser comment? C'est quoi le concept? L'idée qui est derrière. Ça, c'est un effort intéressant à faire, parce que ça oblige, là encore, de passer du multiple à l'idée. Sortir de la narration à l'enseignement. Ça, c'est valable dans la vie quotidienne, où on peut vivre plein de choses, pas forcément apprendre de ce qu'on vit, parce qu'on reste trop dans le ressenti ou la narration. Voilà, il est arrivé, on vous raconte les choses, mais qu'est-ce qu'on en a tiré comme enseignement? Et ça peut être un mot. Donc on a toute une encyclopédie de tout ce qu'on a pu vivre en termes de narration, où il y a le vécu avec tout le côté affect lié à... Mais qu'est-ce qu'on a appris? Parfois ça tient en un mot. C'est la même chose là avec le dialogue. C'est pour ça que souvent les interlocuteurs, ils se répandent en exemples, en plein de choses, ils vont se raconter ou raconter. Et le dialogue est là pour dire, très bien, mais à partir de tout ça, c'est quoi l'idée? C'est décapant, parce que on retire aussi beaucoup d'identité ou d'identification à ce que l'on vit, et peut-être un peu moins aux enseignements qu'on retire de ce que l'on vit. Pour dire que ce sont des règles de dialogue, évidemment, que l'on peut transposer au dialogue intérieur. Passer d'une autre, c'est une autre manière de le dire, de la quantité à la qualité, du multiple à l'unité. Et ça, c'est très puissant. D'abord, ça allège, ça peut alléger, parce qu'on transporte moins de choses vécues, et on vit avec quelques
ce qui n'empêchera pas de revivre plein de choses, avec plein de sentiments, plein de sensations, mais c'est un effort de conceptualisation. Ça, un enfant ne peut pas le faire. Un enfant de 3 ans ne peut pas le faire, hein, c'est clair. Mais à 10, 11 ans, oui. Toute une éducation à venir. Pour moi, oui. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Donc, moi, je milite pour faire de la philo très tôt. C'est pas de la philo, les études des textes, l'étude de la vie des philosophes et tout ça, mais apprendre à réfléchir, à argumenter, plus tôt, mieux c'est. Parce que c'est comme un muscle. C'est comme un muscle. C'est pour ça, moi, je suis pas d'accord avec ce que disait Jacqueline, qu'il n'y a qu'une élite, un petit nombre qui peut y arriver. Je suis convaincue que tout le monde peut le faire. Il faut s'en donner les moyens. Tout le monde peut marcher, courir, pas être champion, hein, mais faire marcher le muscle. Le mental est comme un muscle. Sauf contre-indication, évidemment, mais comme dans le plan physique. Est-ce que c'est souhaité aussi ça? Je veux dire, des individus dans une société qui penseraient, qui auraient... Voilà, c'est ça le problème. C'est dangereux. Oui, je pense à Michel Onfray qui a quitté l'éducation nationale puisque lui, il considérait que, de toute façon, on lui enseignait que la philosophie des philosophes qui ne dérangeait pas l'ordre social. Donc il y a quand même une volonté quand même de nous maintenir les gens dans l'ignorance, de haut en bas, quoi. Certainement. Certainement. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que ce dialogue, cette dialectique, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque. Alors, c'est pas simplement pour dire, Socrate, on lui a fait boire la ciguë, on l'a condamné, tout ça. Mais c'est évidemment, dès qu'on commence à vouloir travailler l'opinion, travailler cette doxa, hein, c'est sortir des sentiers battus. Hein, bien sûr, bien sûr. Alors après, c'est un choix personnel, où on ne peut convaincre personne de pratiquer ceci ou de ne pas le pratiquer, mais c'est une question après d'intime conviction, d'intime conscience de le faire ou de ne pas le faire. Mais oui, il faut bien se rappeler que Socrate s'est fait plein d'ennemis. Il s'est fait des ennemis, parce qu'il y a plein de gens établis, hein, de l'époque qui se trouvaient ridiculisés ou qui se trouvaient mis en infériorité par les questions de Socrate. Et donc, c'est pas simplement trois personnes qui ont été à l'origine de son procès. Il dérangeait. Hein, le temps, l'image du temps, hein, du TAON, hein, celui qui ne vous lâche pas, oui, c'est dérangeant, bien sûr. C'est parce que c'est une discipline inconfortable. Pour soi et pour les autres aussi, parce que ça nécessite une cohérence après. Absolument. Voilà. Oui. Et faire des choix. Exactement, mais c'est le choix. Bon, c'est pour ça. Pourquoi Socrate? Parce que c'est quand même toujours une question de quelqu'un dont on ne sait rien, qui n'a rien écrit, pourquoi, et qui a été à l'origine pratiquement de tous les courants philosophiques grecs, pourquoi on en parle 2500 ans après, et pourquoi c'est, hein, selon certains sondages, hein, la figure préférée par rapport à l'Antiquité. Socrate jouit d'une réputation possible. Pourquoi? C'est la cohérence. C'est-à-dire le fait qu'il soit allé jusqu'au bout, qu'il ait assumé jusqu'au bout son respect des lois de la cité. Et moi, je respecte trop la cité pour fuir. Parce que je vais fuir la cité d'Athènes, mais et alors, qu'est-ce que je dirais? Je ne serai plus légitime. Donc, je ne peux faire autre chose que d'aller jusqu'au bout, d'être cohérent et donc d'accepter le verdict, puisque c'est un vote qui a fait qu'il a été condamné. Donc, et c'est ça que son entourage ne comprenait pas. Mais non, on va t'aider à fuir. Parce qu'il plaçait la vie de Socrate plus importante que la manière dont il allait mourir. Ce qui le rend célèbre, c'est cette cohérence, le fait qu'il ait assumé la mort.
Enfin, là, c'est vraiment comme un Sénèque aussi, c'est-à-dire recherche de cohérence. Recherche de cohérence. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, qui est très importante et qui donne confiance, qui donne la légitimité. Et plus on est cohérent, plus on peut faire montrer les incohérences des autres, quoi, ses interlocuteurs, je suppose aussi. Oui, mais c'est pas simplement pour montrer, faire dévoiler l'incohérence. Ou si, c'est faire miroir, c'est faire miroir, c'est faire miroir. Oui. Être l'exemple, montrer l'exemple. Alors ça, montrer l'exemple, ça je n'y crois pas. Mais c'est faire miroir. Disons, ce que Socrate fait, c'est que par ses questions, il renvoie les questions. Il fait miroir pour peut-être provoquer une prise de conscience. Exemple, c'est moral. Donc, moi je crois très peu à la valeur de l'exemple. Parce que pour reconnaître un exemple, il faut déjà avoir fait ce travail de remise en cause de soi-même. Ce qui n'est pas évident. Ou si c'est simplement un exemple moral, mais qui est très relatif, très, très, très relatif. Mais non, faire miroir, enfin, accoucher, essayer d'accoucher. Ça suppose une très grande confiance dans l'être humain. Et je crois qu'aujourd'hui, on se méfie un peu, tout le monde se méfie de tout le monde. C'est quelque chose qui est très encourageant, enfin, cette vision, parce qu'elle est basée sur la confiance qu'on peut faire à l'autre. Parce que l'autre est sur un pied d'égalité, il n'y a pas un qui est supérieur. On cherche ensemble. Ça va? Ça vous laisse songeur. C'est bien. Alors, Dominique, oui. Je trouve que la phrase « la valeur de l'exemple ne y prend pas », c'est un très beau sujet de dialogue. Oui, la valeur de l'exemple. Oui. Oui. Bon, tu le soumets à Fernand. Hein? Si tu annihiles Ah. Ça, c'est une opinion. Hein. Là, je vous ai donné mon opinion sur la valeur de l'exemple. Mais elle se discute. Absolument. Oui, c'est un beau sujet. Hein? Yves, hein? C'est un beau sujet. Oui, je le note. Les philosophes, là. Hein?